Je vous taquine. Je déteste ça. Peut-être qu'il n'y en a pas déjà. Ben là, il y en a. Ils ont d'affaires. Alors, bonjour à tous. Ben oui. Néla va faire que tu restes proche, hein? Donc, bien là, franchement. Bon, OK. Non, on s'excuse. C'est que on est capable d'être très sérieuse. C'est juste que là, on vient d'apprendre qu'il fallait parler au micro et le tenir. Chose qu'on ne fait jamais parce qu'on demande toujours d'être sans fil pour pouvoir être libre de nos mouvements et pouvoir puis avoir deux micros aussi pour pouvoir s'interrompre comme on veut. Donc, mais tu pourras quand même interrompre. Les gens à distance ne sauront pas ce que tu dis, mais c'est pas grave. Non, c'est pour les gens en ligne, c'est pas pour nous, là. C'est pas pour nous. C'est pour ça que c'est comme si ça fait bizarre, hein? Tenir un micro, mais que ta voix n'est pas. C'est comme si j'étais. Ouais, c'est ça. C'est comme si j'étais en train de faire un jeu de rôle. Là. Je suis tellement bonne de comédienne en plus. Donc, alors, nous saluons les gens à distance pour qui nous parlons dans un micro qui ne renvoie pas de voix ici. Merci d'être venu, d'avoir choisi notre atelier, notre présentation. En fait, tout à l'heure, on nous a offert de nous présenter. J'ai dit qu'on ferait tout ça tout seul. Donc, je me présente très rapidement. Je suis Nancy Gaudreau, je suis professeure à l'Université Laval en adaptation scolaire. Je m'intéresse à tout ce qui est développement professionnel continu du personnel enseignant, peu importe les niveaux scolaires, principalement ce qui a trait à l'adoption de bonnes pratiques de gestion de classe et à la prévention et la gestion positive des comportements difficiles à l'école. Je vous présente Geneviève Carrier, qui est conseillère en stratégie d'enseignement à la Commission scolaire de la capitale, donc qui a comme principale fonction d'accompagner le personnel enseignant des centres en matière de gestion de classe, d'inclusion. Bref, c'est une conseillère de manière et non de matière. Retenez ça. Donc, voilà. Aujourd'hui, on vous présente les résultats d'une implantation d'un programme de formation en cours d'emploi qu'on a développé sur la gestion positive des situations de classe en formation professionnelle. Nous allons faire une brève mise en contexte, suivie rapidement. On va définir quelques cadres conceptuels. Puis, on va vous présenter un aperçu du programme pour ensuite en venir avec les résultats qu'on a obtenus par rapport à ça. C'est sûr qu'il y en aurait beaucoup, beaucoup à dire, mais en 1h30, ce sera un survol rapide. Puis, ceux qui veulent vraiment avoir plus de détails sur le programme, sur les résultats, sur l'accompagnement, je vous invite à aller visiter cette page-là. C'est la page du projet de recherche où vous allez trouver tout ce qu'on avait décrit, de publié, qui était disponible en ligne. Les hyperliens sont là. Sinon, bien, vous avez quand même les références complètes parce qu'il y a des chapitres de livres aussi là-dedans qu'on ne pouvait pas évidemment diffuser sur le web. Donc, pour les personnes qui sont intéressées à en savoir davantage, vous pouvez aller trouver évidemment les informations nécessaires. Puis, tout ce qui va aussi là, être produit dans la prochaine année parce qu'il nous reste encore un petit peu de boulot. Alors, on va les ajouter à cet endroit-là. Donc, rapidement, le contexte. Donc, le contexte, vous le connaissez, hein, toute la question de la gestion de la diversité en formation professionnelle qui représente un défi, évidemment, pour le personnel enseignant et pour les élèves qui sont accueillis dans ces classes-là également. Donc, besoin d'être accompagné, besoin de mieux connaître la clientèle, les besoins particuliers de certains élèves qui présentent des besoins particuliers, de savoir comment les accompagner. Des enseignants qui parfois pouvaient dire, bon, ben moi, j'ai un élève qui vient me voir au début d'un premier cours pour me dire, ben moi, je sais pas, moi, j'ai un Gilles de Tourette. Moi, je sais pas ce que c'est, un Gilles de Tourette. Qu'est-ce que je fais avec ça? Un autre, ben moi, j'ai un TDAH, donc j'ai besoin de temps de plus. OK, de temps de plus, parce qu'au secondaire, j'en avais dans mon plan d'intervention. Alors, ces enseignants-là avaient un besoin d'être accompagnés, d'avoir une formation, mais aussi d'être accompagnés à cet effet-là. Il y a un besoin chez ces élèves-là de pouvoir bénéficier d'un environnement d'apprentissage qui est favorable à leur réussite. Et quand on regardait en termes de formation accompagnement, à la Commission scolaire de la capitale, on avait déjà mis en place il y a 4 ans. Non, OK, donc 6 ans.
précisant un programme d'accompagnement professionnel des enseignants en la personne de Mme Garrier, qui a comme principal rôle justement d'accompagner le personnel sur leur pratique de gestion de classe, donc à l'observer en classe, les rencontrer en individuel, bref, sous toutes les modalités possibles. Mais ce qui en ressortait, c'est qu'il y avait aussi un besoin de se doter d'un langage commun, d'avoir un minimum de connaissances en commun. Sinon, Geneviève a été confrontée à devoir répéter individuellement les mêmes principes de base à chaque enseignant qu'elle accompagnait. Donc, le fait de se donner une base, bien là, ça fait qu'après, on peut référer à la formation pendant notre accompagnement. Est-ce que je vais trop vite parce que je veux quand même aller vite sur le contexte? Sinon, vous levez la main si je ne suis pas claire ou que Geneviève n'est pas claire, on va pouvoir évidemment clarifier nos propos. L'historique du programme de formation GPS, GPS, c'est un programme au départ que moi, j'avais développé en 2008 pour les enseignants du primaire sur la gestion positive des situations de classe au primaire qui visait vraiment à répondre aux besoins des enseignants, être mieux formés pour gérer les problèmes de comportement à l'école. Par la suite, il y a eu une adaptation qui a été faite au secondaire. Et je venais de terminer justement l'implantation puis les expérimentations au primaire et au secondaire quand le besoin, ça coïncidait avec le service d'accompagnement est déjà mis en œuvre, mais là, on soulève le besoin d'une formation, ce qui fait qu'on s'est basé sur les conditions d'efficacité du programme GPS qui avait déjà été expérimenté au primaire secondaire pour reprendre une formule semblable, mais en développer un nouveau, un contenu spécifique pour la formation professionnelle, mais en se disant, en termes de modalités, d'animation du programme, de déploiement du programme, on va répéter la recette gagnante. On n'ira pas avec une formule qui n'est pas appuyée là, sur des données probantes en termes d'efficacité de la formation continue. Alors, ça, c'est un peu l'historique pour ce qui est du contexte et de l'historique du programme. En termes de concepts, il y a deux concepts centraux là, qui vont faire l'objet de notre présentation cet après-midi. D'abord, quand on parle de gestion de classe, on réfère à quoi? Alors, on réfère vraiment à l'ensemble des actes réfléchis, séquentiels, simultanés, posés par le personnel enseignant dans le but d'établir, maintenir et restaurer le climat d'apprentissage en classe. Je me permets une petite minute là-dessus parce que quand on parle de gestion de classe, à partir du moment où un enseignant a une bonne gestion de classe, ça veut dire qu'elle est planifiée, sa gestion de classe. Il sait où il s'en va, où elle s'en va. On anticipe les situations, donc il y a une réflexion derrière. Ce n'est pas une improvisation, parce qu'il y a quand même des enseignants qui gèrent leur classe de façon improvisée. Donc, ils ont prévu un contenu d'enseignement, mais comment ça va être actualisé, c'est un peu du « on verra ». Je le présente comme ça. Si ça lève, parfait. Si ça ne lève pas, on avisera et on fera autre chose. Donc, ça, c'est une gestion de classe qui est plus improvisée et qui est beaucoup plus à risque de ne pas fonctionner ou de voir émerger des écarts de conduite chez les élèves. Donc, ça, c'est un premier élément qui est important. Puis toute la question aussi de la séquence, d'avoir un fil conducteur qui va favoriser la construction de sens dans la tête de nos élèves, qui vont savoir où on s'en va, puis pourquoi on s'en va là, puis de quelle manière on va s'en aller là. Alors, ça, c'est un autre élément qui est très important. Puis toute la simultanéité, c'est-à-dire ce que les enseignants doivent faire en même temps. Donc, j'ai mon fil conducteur, j'ai ma séquence, mais en même temps, je suis en relation pendant que j'enseigne avec mes élèves et je dois justement réguler mon enseignement en fonction des observations que je fais dans ma classe. Donc, est-ce qu'ils suivent? Est-ce qu'ils ne suivent pas? Est-ce qu'ils comprennent? Ils ne comprennent plus? Donc, je dois me réguler et ajuster ma planification initiale en conséquence. Alors, ça a l'air facile quand on lit la définition, mais c'est loin de l'être dans le concret, dans le quotidien. Puis, il y a toute la question aussi de faire du pour et du avec. Donc, il y a des bouts que, comme enseignant, je planifie que ce n'est pas négociable, mais il doit y avoir du avec aussi. Qu'est-ce que je vais négocier avec les élèves? Qu'est-ce qu'on va discuter ensemble de manière à ce que l'apprentissage soit plus signifiant, de manière à ce qu'il y ait davantage d'engagement de la part des élèves. Donc, les 5 dimensions qui vont revenir tout au long des résultats de la recherche qu'on va vous présenter, puis qui font partie vraiment intégrante du premier atelier de formation. Ça se trouve être les 5 composantes d'une bonne gestion de classe. Donc, on amène vraiment les enseignants à bien comprendre quelles sont les ressources dont ils disposent pour enseigner et comment bien les gérer. Donc, ça réfère au temps, à l'espace, au matériel, aux ressources humaines, aux ressources technologiques. Et c'est le premier élément. Il faut vraiment les traiter dans cet ordre-là. Donc, à partir du moment où j'observe dans une classe qu'un enseignant a de la difficulté à bien gérer son temps, ça va être une priorité.
de l'amener à mieux gérer son temps avant d'aborder un autre aspect de la gestion de classe. Ensuite, on va regarder la qualité des attentes. Est-ce qu'il y a des règles en classe? Est-ce qu'on a enseigné des routines, des procédures? Est-ce qu'il y a les consignes par rapport aux tâches à réaliser? Est-ce que les directives sont formulées de façon claire ou on est toujours dans le gris? Est-ce qu'on enseigne toujours en disant, bon, ben là, gang, il faudrait faire des efforts? Ça dit absolument rien. Est-ce qu'on est dans, bon, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Quand est-ce que vous allez vous mettre à travailler? Ça, c'est des questions, c'est pas des consignes. Donc, ça a l'air de rien, ça aussi, là, mais la plupart des enseignants se croient clairs, mais ne le sont pas. Pourquoi? Parce que dans notre tête, on est clair avec nous-mêmes. Mais la personne qui nous écoute, qui nous entend, c'est tout un art que de communiquer de manière claire des directives. Okay? Donc, ça, on les accompagne puis on les forme là-dessus. Puis après ça, bien, développer les relations positives, c'est toute la question, évidemment, de la relation. Donc, comment j'accueille mes élèves, de quelle manière je renvoie ou non des rétroactions positives fréquentes en classe, comment établir un lien significatif, comment faire en sorte que tout le monde se sente accueilli, respecté, valorisé dans le quotidien. Puis, plus on enseigne à un niveau où on enseigne à des adultes, dans le fond, plus nos élèves sont grands ou âgés, souvent, c'est inversement corrélé avec l'énergie qu'on va mettre dans le développement de relations positives. L'enseignante de maternelle, là, elle sait que c'est une priorité. Elle va mettre énormément de temps là-dessus. Moi, je suis à l'université, puis il y en a plusieurs de mes collègues de l'université qui mettent zéro attention là-dessus. Là. Zéro. Là. Ils se disent dans un amphithéâtre, ils sont 122, je n'ai pas besoin de savoir c'est qui le nom. Il y a les cartes d'identité pour voir le jour d'évaluation, est-ce qu'il y a la même face que sa carte, puis c'est tout ce qui m'intéresse. Donc, pas d'accueil, pas de qui es-tu, d'où viens-tu, que veux-tu, etc. Alors, et c'est souvent banalisé. Puis pourtant, c'est l'élément qui est le plus documenté en recherche comme amenant le plus de différence sur l'engagement, sur le bien-être, puis sur la réussite. Donc, à ne pas négliger. Puis, Mme Geneviève est un excellent modèle pour amener les enseignants à développer des relations positives. Ensuite, on va parler de tout ce qu'on peut faire pour capter l'attention et rediriger cette attention-là sur l'objet d'apprentissage. Donc, qu'est-ce que j'enseigne quand personne n'écoute? Est-ce que je continue à parler quand tout le monde parle en même temps que moi? Est-ce que ce que je propose comme activité d'enseignement-apprentissage, est-ce que c'est signifiant? Est-ce que c'est perçu comme étant utile? Est-ce que je me perçois comme étant capable de le faire ou non? C'est toute la question de qu'est-ce qu'on me propose comme apprenant pour développer les compétences que j'ai à développer. Alors, et là, bien, il y a beaucoup d'affaires aussi qui rentrent là-dedans. Puis finalement, ce qu'on veut que les enseignants retiennent à la fin du programme, c'est une fois que tu es sûr que tout ça, c'est super, si tu observes la présence d'écarts de conduite, encore une fois, dans ta classe, bon, bien là, on va te donner des stratégies pour les gérer. Mais ton premier réflexe, si tu vois des écarts de conduite, c'est pas de vouloir les gérer, c'est de te questionner, est-ce que ça se peut que c'est parce que j'ai pas donné le bon matériel, ou il n'y avait pas assez de matériel, ou j'ai donné trop de temps, ou est-ce que ça se peut que j'ai pas habité l'espace, je suis restée dans mes quartiers, puis eux autres, ben, ils se sont sentis désengagés, abandonnés. Parce que juste le fait de circuler en classe, on va augmenter automatiquement l'engagement des élèves, on va diminuer automatiquement les écarts de conduite. Moi, je suis à l'université, je me promène dans mon amphithéâtre, là, je suis dans un amphithéâtre, les cellulaires, je peux vous dire qu'ils disparaissent pas mal plus que si je reste en avant. Puis les pages Facebook, là, ils tombent vite sur la page du cours parce que je peux voir l'écran. Donc, c'est ça, c'est de même que ça marche. Fait que les écarts de conduite sont là parce qu'il y a de la place pour qu'ils se manifestent. À partir du moment où il y a moins de place, je vous mets une police au coin de la rue tantôt, là, je pense que vous n'allez pas passer sa rouge. Mais vous n'en voyez pas, il y a des chances que vous passiez sa rouge. C'est de même, ça marche. On est tous comme ça, c'est pas parce qu'on est délinquants, c'est juste parce qu'on est mené par le plaisir, puis par l'efficacité, puis bon. Alors voilà. Fait que ça, c'est vraiment, je dirais, la base du programme. C'est beaucoup basé là-dessus. Puis après ça, on ajoute toutes sortes d'éléments, évidemment, en réponse aux besoins que les enseignants de la commission scolaire avaient formulés, parce qu'au départ, il y a quand même eu un genre de sondage ou d'enquête par rapport à quels sont vos besoins par rapport au programme. L'autre concept dont il sera question, c'est le sentiment d'efficacité personnelle, parce que beaucoup de recherches ont démontré que le fait de présenter un fort sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire de me percevoir comme étant capable d'exécuter les actions nécessaires pour créer, maintenir, restaurer un climat propice à l'apprentissage en classe. Puis à ma croyance que le fait de faire ça, ça va me permettre d'obtenir les résultats escomptés auprès de mes élèves. Mais dans les faits, ça fait en sorte que comme enseignant, je serai plus engagée et dans les faits, je serai plus efficace que si je suis persuadée que ça ne sert à rien. Donc, je pourrais posséder les capacités, mais si je suis persuadée que
avec ce groupe-là, même si je mets tout ça en œuvre, ça ne donnera pas de résultat. Bien, dans les faits, je vais être moins efficace parce que dans les faits, je vais moins persévérer, je serai moins engagée, je vais déployer moins d'assurance et les élèves vont moins performer que si j'étais persuadée qu'ils sont capables de réussir. Est-ce que je suis claire? Donc, ça, c'est un indicateur quand on veut mesurer les effets d'une formation. C'est un indicateur qui est intéressant à aller chercher parce que souvent, il va venir avant la transformation des pratiques. Donc, à partir du moment où le discours des enseignants change, à savoir qu'ils se perçoivent plus compétents, bien, on peut croire que dans les faits, ils le sont. Parce que ça, il y a des milliers de recherches qui l'ont montré dans d'autres domaines aussi. Donc, pour les résultats, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné certains résultats parce qu'il y en avait beaucoup, puis on ne peut pas tout présenter ça cet après-midi, mais on est vraiment basé sur le modèle de Kirkpatrick, qui est un modèle pour l'évaluation de programmes de formation, qui nous propose une évaluation en 4 étapes ou à 4 niveaux. Dans le fond, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le premier niveau, qui est la satisfaction ou la réaction des participants, c'est la première réponse à une formation. Vous allez passer la journée ici, donc vous avez participé à une sorte d'activité de formation, de développement professionnel continu. Si tout à l'heure, dans votre voiture, vous dites à votre collègue, écoute, je suis vraiment satisfait de ma journée, on peut s'attendre à ce que peut-être vous ayez aussi appris quelque chose. Mais à partir du moment où vous allez dire, j'ai perdu mon temps, je n'ai pas apprécié ma journée, je ne suis pas satisfait, je n'ai même pas besoin d'évaluer les autres niveaux. Je sais qu'il n'y en aura pas de résultats de retombées. Donc, quand on forme du personnel, entre autres comme des enseignants, s'il y en a qui sont conseillers pédagogiques ici, qui animent des activités de formation, il faut toujours mesurer la satisfaction. Souvent, on le fait avec des petites fiches d'appréciation, tout ça. Dites-vous que si le résultat est négatif, il n'y a pas beaucoup d'espoir qu'il y ait en transformation de pratique qui s'en va un peu plus loin. C'est pour ça que c'est un triangle inversé, parce qu'on perd toujours des joueurs d'un palier à l'autre. C'est normal. Mais il faut partir fort. Si on ne part pas fort, on va finir faible, je peux vous le dire. Après, on va vérifier est-ce qu'on a appris ou pas quelque chose. Donc, on va aller vérifier auprès des enseignants, qu'est-ce que tu sais maintenant que tu ne savais pas? Et là, il y a différentes manières de le faire. Dans notre cas, ça a été plus par, questions ouvertes où les gens pouvaient s'exprimer, par différents témoignages, mais quelqu'un pourrait faire, mettons, un test de connaissances avant une formation, puis un autre après la formation pour voir est-ce que le résultat est meilleur après qu'avant. OK? Puis après ça, le troisième niveau, c'est vraiment les pratiques. Donc, mesurer comment la formation a influencé les comportements et les attitudes des participants et les retombées dans leur travail. Donc, est-ce que j'ai été satisfait, j'ai appris quelque chose, puis là, ça m'a assez influencé pour que je change d'attitude ou que je change de comportement dans mes pratiques d'enseignant. C'est le troisième niveau qu'on va documenter. Puis finalement, les résultats ultimes, mais qui n'étaient pas, nous, l'emphase, parce que l'emphase était beaucoup mis ici. Dites-vous que plus il y a de niveaux qu'on évalue, plus il faut du budget, puis il faut des ressources, puis ça fait des données analysées. Donc, on a quand même un aperçu. On a posé une question sur, justement, quels sont les effets que vous percevez sur vos élèves. Mais pour avoir vraiment une mesure juste, il aurait fallu qu'on mesure les effets sur les élèves. Donc, on aide les élèves de tous nos enseignants qui ont suivi la formation, puis les élèves de tous les enseignants qui n'ont pas suivi la formation dans notre groupe témoin, puis qu'on compare leur engagement, leur réussite aux deux. Là. Si on voulait vraiment être solide sur le plan de la recherche, mais là, vous comprenez que c'est un autre combat. Là. Ça pourrait être une autre recherche. C'est ça. Quand ça dans la liste, ça sera rendu là, mais peut-être, mais pas tout de suite. Donc, voilà. C'est clair pour ça? OK. Donc, les objectifs, là, puis après ça, je te donne le micro. Donc, dans les objectifs, là, il fallait d'abord élaborer le programme. OK. Ensuite, on voulait l'expérimenter auprès d'une cohorte d'enseignants volontaires parce qu'en passant, il faut, c'est un critère, c'est une condition d'efficacité du développement professionnel continu de partir avec des volontaires. Quand on impose, il n'y aura pas beaucoup de satisfaction puis il n'y aura pas de remise en question. Il va y avoir de la présence corporelle, mais il n'y aura pas beaucoup d'engagement intellectuel. Donc, ce n'est pas un bon investissement quand on est un directeur d'établissement ou une direction de commission scolaire, d'un service, de dire on va obliger telle cohorte, ils vont suivre la formation. C'est pas de même ça marche. Là. Il faut un engagement. On ne parle pas de suivre une formation pour un logiciel, là, savoir comment opérer Word. On parle de comment changer d'attitude, changer de savoir-être. Et ça prend demande
une ouverture à se remettre en question. À partir du moment où j'estime que je suis parfait, je vous confirme que ça veut dire que vous ne l'êtes pas, premièrement. Puis, deuxièmement, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir à ce que vous le deveniez meilleur. Parce que quand je me considère parfait, je me considère achevé. Donc, je n'ai plus rien à apprendre. Hein? Je me considère loin d'être achevé. Alors, voilà. Donc, évaluer les effets du programme sur le sentiment d'efficacité personnelle à gérer leur classe, sur leurs attitudes envers l'inclusion des élèves en difficulté, puis sur leur pratique enseignante en gestion de classe. On a voulu documenter la nature, l'importance des effets perçus, donc vous leur dire, bon, ben, selon vous, qu'est-ce que le plus changé, moins changé, puis c'est quoi que vous avez changé au juste. Puis, on a voulu aussi identifier, c'est celle-là, je ne sais pas si ça, parce que je le dirai quand même, identifier les modalités de formation accompagnement perçues comme étant les plus efficaces. Oui, je sais, mais on a comme eu un petit bug tantôt, là. Ben, peut-être pas, là, on va voir, là. Mais vous l'avez. Les gens à distance vont l'avoir, puis nous, ben, vous nous avez, nous. On va acter la diapositive. Donc, bon, ben, le programme, il s'appelle GPSFP. Bon, alors, ça, c'est le programme tel qu'il a été implanté, mis en œuvre dans le cadre de la recherche-action. Formation, donc en 2016, 15-16, si je ne me trompe pas, hein, de la mise en œuvre, 15-16, 15-16, 16, 17, 17, 18, non, 16-17, peu importe. C'est ça. Alors, ce qui est important de savoir, c'est en effet, comme Nancy l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment basé sur le programme GPS à la base, naturellement, mais qui a vraiment été adapté pour la formation professionnelle. C'est là que je parle du comité consultatif, on en parle plus tard, hein? On va en parler tout de suite. Ça va être fait. Alors, on a eu vraiment un souci au regard de ce qu'on pensait être pertinent, autant Nancy que moi, à proposer aux enseignants, d'abord basé sur le sondage des besoins qu'on leur a fait répondre, mais tout en cours de route aussi, on leur proposait des contenus et on a donc formé un comité consultatif tout au long du projet de recherche et après chaque contenu vu, on rencontrait le comité, on rassemblait les commentaires des enseignants participants par un représentant de chaque centre qui nous disait bien, ça c'était bien, ça c'était moins bien, ça aurait pu être plus court, ça aurait pu être plus long, ce qui nous a permis finalement, là, vous allez voir tantôt, là, de finaliser le projet puis de le rendre le plus pertinent possible. Donc, les contenus qui ont été mis en œuvre durant la recherche sont les suivants. Le premier atelier qui est la gestion de classe. Alors, vraiment, les composantes dont Nancy vous a parlé il y a quelques instants sont vues vraiment en détail. Ensuite de ça, le deuxième atelier, c'est la motivation à apprendre et à bien se comporter. Alors, on parle naturellement des théories motivationnelles, puis on parle également de l'effet enseignant sur la motivation des élèves également, parce que trop souvent en FP, c'est comme, il n'est pas motivé, ça, il ne tente pas, etc. Mais on parle vraiment de l'impact, de l'effet que peut avoir l'enseignant sur la motivation à apprendre à bien se comporter. Puis, ça fait des liens également avec ce que Nancy a dit tout à l'heure sur rendre les tâches, rendre le contenu signifiant et intéressant pour les élèves. Le troisième atelier, c'est l'enseignement différencié. Ça a été une grosse bouchée pour les enseignants en formation professionnelle. Ce matin, j'assistais à une table ronde, puis on parlait de la conception universelle de l'apprentissage. Puis c'est la musique à mes oreilles. Moi, quand à FP, on est rendu parler de ça, mais on en parle également durant le troisième module. C'est-à-dire que c'est de rendre disponible toute forme d'outils, toute forme de stratégie de manière universelle à l'ensemble des élèves de la classe et qui les utilisent aux besoins, selon leurs besoins. Au lieu de répondre aux besoins, on répond à l'ensemble d'une grande diversité. Et on travaille également sur la différenciation pédagogique. À la lumière des commentaires qu'on a eus des participants qui ont eu beaucoup de difficultés avec ce contenu-là, on a également développé un guide d'animation et on a créé des capsules vidéo basées sur la différenciation pédagogique en formation professionnelle. Les enseignants ont volontairement participé aussi à ça. Puis maintenant, on a quelque chose de plus à offrir aux enseignants dans le programme. Alors, des exemples concrets de ce que les enseignants, comment les enseignants différencient en FP. Alors, ça, c'était une chose qui nous dit, on n'est pas trop sûr comment on va mettre ça en application. Fait qu'on a fait ce qu'il fallait pour ça. Le quatrième module, c'est la gestion des écarts de conduite. Fait que là, on voit la différence entre de l'indiscipline et un trouble de comportement. Encore une fois, Nancy en a parlé. Si on met en place les éléments de la gestion de classe de manière appropriée, les 4 premiers, mais le 5e ingrédient, mais on a moins d'interventions à faire. Puis, on parle enfin, en formation professionnelle, d'évaluation fonctionnelle du comportement. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement réagir à un comportement, mais on va se questionner sur qu'est-ce qui prédispose un comportement. Puis qu'est-ce qu'on a mis en place pour prévenir un comportement? Puis on se questionne également sur est-ce que moi, je peux être l'élément déclencheur du comportement en tant qu'enseignant? C'est une toute autre. Elle est bonne, hein, celle-là? Moi aussi, je l'aime beaucoup. Oui, exactement. Est-ce que c'est moi qui pourrais faire péter
l'élève. En tout cas, alors ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Puis, bien, naturellement qu'on sensibilise les enseignants sur les effets pervers des approches punitives. Fait qu'on est vraiment dans une approche responsabilisante. Alors, c'est vraiment ce qu'on prône. Puis ça aussi, c'est comme vraiment là, un changement de paradigme sur l'approche des écarts de conduite, surtout en formation professionnelle. Le dernier module qui était la gestion des comportements problématiques. Alors là, on a vraiment, on met l'emphase sur les problèmes qui sont vraiment plus ancrés, problèmes de comportement qui sont plus ancrés chez un élève, des comportements qui sont récurrents, qui ont une fréquence, qui ont une intensité, puis qui perdurent dans le temps, notamment les élèves qui nous provoquent, ces élèves qui sont opposants, ces élèves qui refusent de participer. Et on planche également sur l'absentéisme chronique des élèves, qui est une réalité puis une situation auquel on doit composer beaucoup en formation professionnelle puis qui nous préoccupe considérant la courte durée de nos modules ou de nos formations. Alors, c'est un aspect qui a vraiment été soulevé par les enseignants. On veut vraiment que vous nous parliez de cet élément-là puis de trouver des façons d'agir, des façons de prévenir, des façons justement d'entrer en meilleure relation avec ces élèves-là. Et ça, on a réussi notre coup pas mal à ce niveau-là. On a également développé pour ce dernier module des fiches signalétiques. On en parle plus tard? On en parle maintenant. On a développé des fiches signalétiques. Alors, Vincent, notre auxiliaire de recherche, fait un travail extraordinaire et on a développé des fiches au regard d'une panoplie de difficultés ou de troubles ou de difficultés que vivent nos élèves avec de la nomenclature, avec également des stratégies efficaces à mettre en place dans un contexte FP de classe et d'atelier, puis avec également des ressources, des références pour aller un peu plus loin. Alors, voici les principaux sujets traités dans le programme. Juste à ajouter là-dessus, c'est que c'est vraiment pour répondre aux besoins des enseignants qui se faisaient dire par des élèves, moi j'ai tel diagnostic, moi j'ai un trouble anxieux, moi j'ai un TDAH ou j'ai, je sais pas, moi, ben non, c'est ça, puis, tu sais, puis quand... Puis l'affaire, c'est que quand on cherchait de la documentation sur le sujet, ben, c'était jamais adapté pour l'AFP. Donc, on s'est inspiré un peu de certaines fiches signalétiques qui avaient été faites, entre autres, par les centres jeunesse, par différents organismes, mais pas fait pour l'AFP, où on s'est dit, bon, ben quand même, en peu d'espace, on voit qu'ils ont pu rassembler les faits saillants pour voir les manifestations, puis voir, ben, c'est quoi justement les stratégies à privilégier. Donc, c'est sûr qu'on ne parle pas, on ne fera pas de spécialiste avec ça, là, mais au moins, si un élève me parle de ça, je peux aller voir dans mes fiches signalétiques, j'ai une petite base, là, plutôt que d'avoir aucune connaissance sur le sujet. Fait que c'était vraiment ça, là, notre intention. Puis je le répète, puis je répéterai toujours encore, pour la FP, pensez pour la FP, pour la FP. Oui, madame. Oui, ben alors j'en ai parlé ici parce que dans l'atelier type, merci, la question est très pertinente. Alors, chaque module, chaque atelier a une durée de 3 heures. OK, alors pour nous, c'est une demi-journée, là, dans un 3 heures. Puis ça laisse le temps aux enseignants de se déplacer là, pour la formation parce que nous, dans le cadre de la recherche, la formation était offerte au niveau de la commission scolaire. On avait donc des enseignants de 7 centres de CFP différents qui se rassemblaient à un même endroit pour faire la formation. Puis ça, c'est super, 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 super important au niveau de la diversité. Puis je vous explique pourquoi. Alors, voici de quoi, comment est composé un atelier type. C'est comme notre gabarit d'atelier qui se répète, mais qui se module aussi en fonction des contenus. Donc, naturellement, il y a toujours l'accueil des participants. Ça a l'air, je suis bien bonne là-dedans. OK. Ensuite de ça, bien, il y a le partage d'expériences, les échanges des participants. Et ça, c'est un des volets, je pense que c'est un des éléments les plus appréciés, les plus riches et les plus porteurs du programme de GPS-FP. C'est-à-dire qu'entre chaque atelier, les enseignants sont invités, plus qu'invités, encourager, stimuler, inciter à réinvestir des changements de pratique d'enseignement, mais dans leur enseignement, mais rapidement. Moi, j'ai toujours, quand vous sortez d'ici, demain matin, vous êtes capable de faire différemment. Quelque chose de différent, c'est sûr et certain. Et donc, là, les enseignants, ils doivent au départ, échanger là-dessus. On commence l'atelier en échangeant. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as essayé? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? C'est quoi les obstacles que tu as vécus? As-tu envie de réessayer? Oui, non, pourquoi? Et là, il y a un croque-pot, il y a une minestrone d'idées délicieuses, riches, savoureuses qui s'échangent là et les participants l'apprécient énormément. Et le fait que nous ayons été commission scolaire et non seulement centre, bien, ça amène une diversité. Là, puis les enseignants disent, crime, le gars en charpenterie, il vit la même difficulté que moi en coiffure. Hey, crime. Puis l'autre,
en ébénisterie, il y a une idée que je vais appliquer en soudage. Et là, c'est comme si on réalisait que finalement, on n'est pas tout seul. Puis le fait de sortir de notre centre, de parler à des gens autres que notre centre, ça amène une grande ouverture d'esprit, puis ça amène plein d'idées, puis ça génère quelque chose de très, très créatif. Ensuite de ça, il y a la présentation des contenus. Fait que dans chaque atelier, il y a quand même des contenus. On a quand même des choses à partager, à faire apprendre, justement, au niveau des connaissances de nos enseignants. Fait qu'on fait ça, mais tout ça est ponctué d'activités. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est mettre les enseignants, les mobiliser en mode réflexif, puis en mode planification de changement. Donc, on voit du contenu, on fait une activité. On voit du contenu, on fait une autre activité. Parce qu'on veut que ce soit très dynamique et non pas seulement qu'ils sont en mode réceptif. Après ça, ils partent avec ça, puis là, ils vont essayer de faire quelque chose. Fait que déjà là, en sortant de l'atelier de GPSFP, là, ils ont des idées, puis ils ont des traces concrètes de ce qu'ils veulent faire dans leur classe rapidement. Ensuite de ça, bien, on suggère des moyens et des outils d'expérimentation en classe. Fait que des fois, oui, là, il faut que l'animatrice, il faut que la formatrice fasse lever des choses, puis qu'elle suggère des stratégies, puis qu'elle suggère des outils, puis qu'il faut les convaincre que oui, il faut essayer, puis oui, ça va marcher. Fait que tous nos exemples sont basés sur des choses concrètes, réelles de l'AFP. Fait qu'encore une fois, ce n'est pas du matériel du primaire ou du secondaire qu'on essaye de leur faire passer. Mais vous devriez essayer, ça aussi, ça va marcher. On le sait finalement que ça a une portée très importante. Puis je sais, moi, en tant que conseillère là, qui accompagne les enseignants, quand je leur présente quelque chose, ils me disent souvent « Ça vient-tu du primaire, ça? » Ah non, c'est pour toi, pour l'AFP. Ça fait un monde de changement au niveau de la capacité de se percevoir justement apte à faire quelque chose, on dit ça. Il faut planifier des objectifs personnels. Fait que dans le programme, il y a des outils réflexifs qu'on demande aux participants là, vraiment de se réfléchir puis de remplir sur place. Parce qu'on le sait que si on dit, bien, vous ferez ça chez vous plus tard, vous mettrez des objectifs demain ou après-demain, bien souvent la feuille n'est pas remplie. Alors, il n'y a pas d'effort de réflexion qui est fait vraiment de manière impulsive et immédiate. Ah, on a des suggestions de lecture. Et là, il faut que je te parle, faut parler de ça. On a des suggestions de lecture. Alors oui, ce n'est pas un cours universitaire, mais il y a tout de même des lectures qui sont fortement recommandées de faire, proposées, incitées, pour aller plus loin un peu sur un sujet, pour en savoir davantage, des fois pour explorer une nouvelle avenue, des fois pour c'est un complément d'information, un contenu qu'on n'a pas nécessairement le temps, sur lequel on n'a pas le temps de se pencher. Et je le sais, et je l'ai entendu pas plus tard que la semaine dernière, parce que nous autres, à la Commission scolaire de la capitale, on réimplante le programme GPSFP dès janvier. Je le sais, il y a des gens qui m'ont dit, moi, je ne m'inscris pas parce que tu vas me faire lire, puis moi, je ne lis pas. J'ai entendu ça à plusieurs reprises. Ce sont des lectures accessibles à tous. Fait que là, j'ai un enseignant qui m'a envoyé un courriel pour dire, Geneviève, j'aimerais bien ça m'inscrire en GPSFP, mais vu qu'il y a des lectures, je ne le ferai pas. Puis là, j'ai répondu un long courriel. Puis il m'a répondu, j'ai dit, tu as toujours bien lu mon courriel? Tu es capable de lire mes lectures dans le programme GPSFP. Alors, l'air d'être convaincante. Et il y a des questionnaires d'appréciation, naturellement, parce qu'on veut évaluer l'appréciation, la satisfaction. Fait qu'il faut qu'ils soient satisfaits, comme Nancy l'a dit, pour les apprentissages, pour les changements pratiques. Fait qu'à chaque atelier, il y a ce processus-là. Entre les ateliers, on demande aux enseignants d'expérimenter, mais ce qui est important dans le programme GPSFP, contrairement à d'autres programmes, messieurs derrière, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Merci. C'est mes enseignants, hein, c'est pour ça que je me permets de leur dire ça. Je leur ai dit que je ferais justement un déplacement physique au besoin. Fait que là, ils veulent, je me rends là. C'est incroyable. Alors, ce qui est important aussi de savoir, c'est que la personne qui forme les enseignants du programme GPSFP est également là pour les aider, les accompagner dans leur réinvestissement de pratique. Alors, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. On est sur place, on est disponible, on leur tend la main quand ils viennent nous poser une question. Oui, il y aurait seulement, ah ouais, ça c'est GPSFP, on va aller voir comment on pourrait faire. Alors c'est tangible, c'est dynamique et c'est actif. Donc, les enseignants, je ne les vois pas seulement quand ils viennent au programme, mais je les vois entre les ateliers du programme aussi, puis c'est vraiment une composante importante de GPSFP. Les lectures, les activités d'analyse. Ah, on a créé une page Facebook qui est vraiment intéressante, qui est super dynamique, où est-ce qu'il y a plein d'échanges d'idées, où est-ce qu'il y a plein de ce qu'on appelle les surpris à bien faire. Alors, les conseillères en stratégie d'enseignement, on se promène, puis on accompagne nos enseignants. Puis quand on voit un enseignant réinvestir une pratique du programme, bon, il demande la permission soit de le filmer ou de le prendre en photo, puis là, on partage ça à tous. Et là, ça a comme un effet comme « Wow! Tel enseignant a essayé ça! » On se permet de se penser bon, de se féliciter, ouais, ce matin. Puis ceux qui sont avec moi après-midi, là, c'est tous les réinvestissements, des bons coups, des surpris à bien faire de GPSFP. Fait que là, je vous montre concrètement de quoi ça a l'air en classe GPSFP quand les enseignants appliquent le contenu des programmes. Fait que ça ressemble à ça. Oh, ça, c'est elle. OK. Donc, au niveau de la recherche, la méthodologie qu'on s'est donnée pour pouvoir dire s'il y a des effets ou non, c'est de comparer
À la base, on essaie le plus possible de faire une recherche qui va se rapprocher le plus possible d'une recherche expérimentale, c'est-à-dire d'avoir un groupe d'individus qui subit un traitement comparé à un groupe d'individus qui ne subit pas un traitement. Et là, on compare avant qu'il se passe quelque chose, donc avant l'intervention, avant le début du programme et après le programme. Donc, c'est ce qu'on appelle un devis quasi expérimental avec groupe témoin. Pourquoi quasi expérimental? Ben, c'est parce qu'ils ne sont pas dans un laboratoire, puis ils peuvent subir d'autres influences un peu autour. On ne peut pas tout contrôler comme avec des souris, là, tu sais. Donc, voilà. Alors, 3 temps de mesure. Premier temps de mesure, c'était en août 2016, juste avant le début des activités. Deuxième temps de mesure à la fin des activités, donc en mai. Puis, troisième temps de mesure qui était à peu près 6 mois plus tard, décembre 2017, parce qu'on voulait voir si les effets se maintenaient dans le temps. Puis, on voulait aussi, au niveau qualitatif, voir les commentaires. Tu sais, des fois, à chaud, il y a certains commentaires, mais 6 mois plus tard, qu'est-ce que là, j'en ai encore à dire? Des fois, il y a des révélations qui se font plus tard aussi. Donc, nous avons utilisé les fiches d'appréciation pour notre premier niveau de Kirkpatrick de tout à l'heure. Donc, 5 ateliers, ce qui veut dire 5 fiches d'appréciation par participant, donc une par atelier. On a utilisé les questionnaires en ligne parce que les gens étaient dispersés sur le territoire, surtout les gens, d'entre autres, de notre groupe contrôle, notre groupe témoin. Alors, il y avait une première partie qui allait documenter des données sociodémographiques. Une deuxième partie qui parlait du sentiment d'efficacité personnelle en gestion de classe, une autre sur les attitudes envers l'inclusion, une autre qui était les questions ouvertes concernant les pratiques, puis l'appréciation des modalités de formation qui se trouvait un peu à leur demander. Parmi toutes les modalités qu'on exploitait dans le cadre du programme, Geneviève vient de les nommer. Hein, donc, les ateliers, les outils, les partages d'expériences, les activités de réflexion sur ces pratiques, les lectures, les cafés pédagogiques, la page Facebook. Donc, tout ce qu'on a mis en place pour soutenir votre développement professionnel continu, lesquelles de ces modalités-là ont le plus contribué à soutenir votre développement professionnel? Donc, qu'est-ce qui vous a le plus influencé ou qui a été le plus porteur? Donc, ça, on trouvait ça intéressant aussi de pouvoir le documenter. Et je suis allée avec les principales parce qu'il y avait plusieurs autres caractéristiques sociodémographiques, mais qui n'avaient pas de différence ou en tout cas qui n'avaient pas d'incidence, ce qui fait qu'on les a mis de côté pour la présentation cet après-midi. Alors, le groupe qu'on appelle GPSFP, c'est notre groupe expérimental, donc le groupe qui avait la chance d'être avec Geneviève. Alors, il y avait 2 groupes qui avaient été formés. Au départ, on avait à peu près une 60aine de personnes qui s'étaient inscrites pour faire 2 groupes d'une 30aine. Au total, les chiffres que vous voyez là, ben moi, c'est juste ceux qui ont répondu au questionnaire. Donc, quelqu'un qui a participé mais qui n'a pas répondu au questionnaire, malheureusement, il n'était plus de ma recherche. Là. Je ne peux pas documenter les effets. Alors, nous en avons 52, puis le groupe contrôle qui était formé d'enseignants répartis sur le territoire, mais pas de la commission scolaire de la capitale. On avait 58 volontaires qui ont gentiment accepté de répondre aux différents temps de mesure à nos questionnaires en ligne. Alors, on voit que des 2 côtés, ça se ressemble au niveau du genre. Au niveau de l'âge moyen, les gens du groupe contrôle étaient significativement de l'homme monastérique, c'est un petit peu plus âgé. Ça voulait dire que dans mes analyses futures, je devais considérer cette variable-là comme une covariable qui pouvait expliquer les différences observées. Donc, il fallait que je m'assure, quand j'observais une différence pour une variable, de vérifier est-ce que ce n'est pas dû à l'âge plutôt. Donc, on appelle ça une covariable. Puis, dans nos logiciels statistiques, on doit l'insérer pour faire les fameux calculs savants que le logiciel fait pour nous. C'est super. Donc, l'expérience, le nombre d'années d'expérience moyen, ben là aussi, c'est un petit peu plus élevé pour le groupe contrôle. Bon, c'est ça. Après ça, pour les instruments, le sentiment d'auto-efficacité personnelle, on a utilisé une échelle qu'on a développée il y a quelques années, ben, il y a 3 ans, qui est vraiment, que j'ai développé avec mes collègues sur les 5 composantes d'une bonne gestion de classe, qui a été validée et qui a été expérimentée dans différentes recherches. Donc, c'est une échelle en 6 points où les enseignants devaient nommer leur niveau de désaccord ou d'accord. Donc, 1 étant « je suis tout à fait en désaccord » et 6 étant « je suis tout à fait en accord », ce qui nous permettait d'avoir des moyennes sur un maximum, évidemment, de 6. Alors, on a ici les 5 dimensions, les 5 dimensions de l'échelle, le nombre d'items par dimension. Puis, on a les alpha de Cronbach, pré-test, post-test. Ça, c'est dans le fond, c'est l'indice de consistance interne qui nous indique que les différents énoncés qui portent sur une même dimension évaluent bien la même dimension, donc elles sont corrélées entre elles. Alors là, il y a plein d'autres analyses à faire là-dessus. Et normalement, pour dire que l'instrument tient la route,
faut avoir 0,7 et plus. Donc, j'ai juste ici où on était un petit peu en bas, mais que ça s'est remonté après. Et c'est sans doute parce qu'au départ, quand l'instrument avait été développé pour la gestion des ressources, les items, il y en a qui fonctionnaient bien pour ceux qui étaient dans un contexte plus de cours théorique, mais il aurait fallu d'autres items de développer vraiment pour la particularité de l'AFP. Le reste, ça va. C'est assez universel en termes de gestion de classe, mais ici, c'est peut-être, en tout cas, c'est mon explication pourquoi, au niveau de la consistance interne, c'est peut-être un petit peu moins fort. Vous avez un exemple ici, je sais comment motiver les élèves afin qu'ils demeurent impliqués dans leur travail. Alors, la personne peut dire tout à fait en désaccord, je suis tout à fait en accord. Ça, c'est le premier niveau d'évaluation sur la satisfaction, donc l'appréciation. Donc, chacune des lignes représente un atelier. Donc, on voit l'atelier sur la gestion de classe qui est la ligne verte, l'enseignement différencié qui se trouve être la ligne grise, motivation qui est la rouge, c'est ça, puis les écarts de conduite, la jaune, puis comportement problématique, la bleue. Donc, ça, c'était une échelle d'appréciation. Le maximum était sur 4. OK? Puis le minimum était sur 1. Alors, quand on regarde pour chacun des énoncés, bien, on voit que les moyennes sont quand même très élevées. Fait que la satisfaction, elle est très élevée. Et on a un pic ici, là. Ici, on a un pic, hein? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit la formatrice a su susciter mon intérêt et m'inciter à expérimenter de nouvelles façons de faire. Alors, c'est madame ici, là. Hein? Donc, alors, c'est notre super Geneviève. Et j'insiste là-dessus, c'est pas parce qu'elle est là puis je veux la flatter. C'est sûr qu'elle mérite les applaudissements qu'elle reçoit, tout à fait. Mais je le dis pour les personnes qui sont responsables d'organiser des activités de formation dans leur milieu et qui sont peut-être même responsables de désigner des personnes ressources et de dire « Ah, je vais demander à cette personne-là de s'en occuper. » Il faut que vous soyez assurés qu'elle va être capable de produire ça. Tu sais, je dis souvent, c'est pas nécessairement la personne qui a le plus de temps pour le faire. Elle, il reste du temps dans sa tâche, on va lui demander. C'est pas toujours un bon indice, là, quelqu'un qui reste du temps. Là. Je vous le dis, là. C'est pas toujours un bon indice. Si moi j'ai un rôle de soutien, mais que j'ai zéro demande, c'est peut-être parce que je ne suis pas perçue comme étant crédible là, aussi. Là. C'est un peut-être. Je ne peux pas généraliser. Mais dites-vous que le message passe par l'animatrice ou le formateur. Si le formateur n'est pas perçu comme étant crédible et pas solide pour illustrer avec des images concrètes comment on veut que ça s'actualise dans les classes, bien, vous n'aurez pas beaucoup de résultats parce que ça va miner la satisfaction. Si la personne n'est pas capable d'être accueillante, d'avoir du plaisir, d'avoir un rire contagieux comme celui de Geneviève, mais tout ça, ben oui, de gérer les autres là-bas dans le coin. Mais c'est tout ça, là. Donc, il faut. Puis ceux qui iront sur le site web là, qu'on a montré tout à l'heure, ben, il y a un article, entre autres, où on en parle. Là. Sinon, si je ne l'ai pas mis là-dedans, sur ma page à moi de prof, allez voir mon article qui s'appelle. Écoutez, c'est 2015, là. Je sais que c'est 2015 l'année, puis il est publié dans la revue française de la scolarisation, blablabla, là, puis qui parle vraiment des conditions de la formation continue, là. Alors, fait que c'est Gaudreau-Nadeau, c'est le seul que j'ai écrit avec Marie-France Nadeau. Regardez sur ma page, j'ai mis l'hyperlien en cachette, parce qu'il est publié en France, puis il est comme super difficile à avoir ici, là, moi, je vais tenter qu'il soit lu ici aussi, là. Vous regarderez, il y a toute une page où je décris dans l'article les caractéristiques d'un formateur efficace. C'est pas moi qui le décris, c'est tout ce que la recherche dit. Fait que, moi, quand j'ai approché la commission scolaire, ben, quand on s'est parlé de la commission scolaire de la capitale et moi là, sur ce projet-là, puis que je leur ai dit, écoutez, oui, je pourrais soumettre une demande de subvention au ministère de l'Éducation pour ça. J'ai dit, je veux si c'est elle. Moi, tu m'avais dit, ben, on verra plus tard c'est qui le formateur. Je n'écrivais pas de demande de subvention. Pas tout de suite. Ça va jusque-là. J'ai dit, moi, je ne m'investirai pas si je ne suis pas certaine que j'ai au moins l'ingrédient de base. Là. Comme faire un gâteau, pas de farine. Là. Il y en a qui vont dire que ça existe, là, mais je ne suis pas sûre qu'ils sont bons. Donc, voilà. Non, mais c'est là, c'est ce que je veux dire. Bon. C'est comme un gâteau au chocolat, pas de chocolat. Là, bon, mettre d'autres choses, ça va coûter pareil. C'est pas vrai. Donc, ben, vu que Madame Satisfaction. Bon, alors,
Ça, là, c'est le bonbon. Finalement, là, il y a des chiffres à la recherche, là, mais le volet qualitatif, c'est au niveau de la satisfaction. Je crois vraiment qu'une telle formation devrait se tenir de façon continue dans tous les centres de formation professionnelle. Elle devrait être obligatoire pour tous les enseignants. Bon, ça, on n'est pas d'accord, on est plus volontaire, mais il faudrait que tout le monde soit volontaire pour faire toute cette formation-là. C'est plus ça qu'il aurait fallu dire. Je pense que si personne ne demande qu'on se remette en question, les vieilles habitudes reprennent toute la place. Fait que oui, ça brasse des choses PSFP, puis oui, ça amène des changements. Puis proposer des formations de ce genre dans tous les CFP lors des journées pédagogiques. Mes collaborateurs nient l'impact positif de ces formations quand ils sont ignorants en gestion de classe. Oh, hein? Et ouais, ce n'est qu'un échantillon. Il est beaucoup plus facile d'amener un élève à abandonner plutôt que d'aider l'élève à modifier son comportement. Fait que ça, OK, on continue. Bon, au niveau des apprentissages, fait que là, c'est satisfaction. Ensuite, on descend dans la pyramide d'apprentissage. Il comprend mieux. Donc, il y a vraiment des apprentissages, de nouvelles connaissances acquises, que tout comportement n'est pas nécessairement une critique de ce que je suis ou de ce que je fais, mais plutôt l'expression d'un malaise de l'élève. Fait que là, on voit les effets de l'évaluation fonctionnelle du comportement chez les enseignants ici. J'ai compris la différence entre un jugement et un fait. Développer des relations significatives, des constructives, positives avec l'élève. Je suis maintenant plus attentive à l'observation des faits lorsque j'enseigne. Cette constatation me permet de faire des rétroactions positives. Fait qu'on n'est plus en coercitif puis en punitif, on est en rétroaction positive et de déterminer les vraies raisons d'un comportement ou de problème dans ma communication. Fait qu'on n'est plus dans le jugement de l'élève, mais on est dans l'aider à mettre ses forces en œuvre pour s'en sortir. Bon, pour les 5 dimensions de la gestion de classe, pour le sentiment d'efficacité personnelle, c'est assez complexe, là, les analyses, mais je vais y aller vraiment là, au plus court. Oui, c'est ça. On va y aller quand même. Oui, c'est ça. Fait qu'on va y aller au plus court, mais en fait, ce qu'on a fait, c'est des analyses à variance à mesure répétée. Donc, il fallait voir si dans le temps, entre les groupes, il y avait des différences. Ce qui fait que dans ce temps-là, le logiciel, ce qu'il fait, c'est qu'il va vérifier, il va mettre tout le monde ensemble, il va les comparer dans le temps. Là, on va voir si c'est significatif ou pas. Puis après ça, il va mettre tous les temps ensemble, mais chaque groupe, c'est des différences entre les groupes. Mais là, nous, on veut voir s'il y a un effet d'interaction temps-groupe. Okay? Donc, on veut voir si les groupes se distinguent dans le temps. Alors, c'est pour ça que c'est assez complexe. Puis, pour la première dimension que je n'ai pas mis, c'est qu'on avait des changements dans le temps. Mais le problème, ce que ça amène, c'est qu'on voit que dans le temps, les pratiques s'améliorent, mais on n'avait pas de façon significative un effet d'interaction entre les groupes dans le temps. Et ce qu'on veut avoir avec les ANOVA à mesure répétée, c'est vraiment un effet d'interaction qu'on a pour les 4 autres dimensions de la gestion de classe qui nous laisse croire que comparativement, le groupe GPS qui est la ligne bleue, comparativement au groupe témoin qui est la ligne rouge, bien, on voit que dans le temps 1 et le temps 2, que leur sentiment d'efficacité personnelle est plus élevé. Donc, il y a toutes les belles statistiques ici dans le bas là, pour ceux qui veulent en savoir davantage. Mais ce qu'on voit, c'est que même si ici, il y a une petite hausse, bien, cette hausse-là n'est pas significative, tandis que celle-ci, elle l'est. Okay? Et ça, c'est toujours en contrôlant aussi bon, les années d'expérience, l'âge et tout ça. Là. Donc, pour voir que c'est vraiment lié à ça. Donc, on voit qu'après, ils se sentent plus compétents pour établir des attentes claires. Établir des relations positives, bien, on a à peu près le même type d'effet aussi. Ça, c'est capter l'attention, favoriser l'engagement. Donc, on voit que c'est resté pratiquement pareil parce que là, on est dans 4,7 à 4,8 de moyenne. Tandis qu'ici, on est parti un petit peu plus bas, puis on a dépassé le 5,1. Ça veut dire que les gens ont répondu. Quand on est dans le 4, on est plus dans le plutôt d'accord. Tandis que quand on est dans le 5, on est d'accord ou tout à fait d'accord si on s'en va au 6, là, dépendamment des moyennes, évidemment. Puis, gérer les écarts de conduite, bien là, on voit entre le mois d'août puis le mois de mai que dans le groupe témoin, c'est resté pratiquement pareil, mini-baisse, mais qui n'est pas jugé significatif sur le plan statistique, tandis qu'au niveau du groupe GPS-FP, on voit là que c'est significatif. Puis ici, c'était en contrôlant la variable de soutien que je n'ai pas mis tantôt, mais c'était une autre variable où on demandait aux enseignants s'ils bénéficiaient ou non de soutien en matière de gestion de classe. Et quand
on voyait que cette covariable-là, elle était significative. On voyait qu'elle influençait. Donc, si je ne la mettais pas dans mon modèle, bien, on voyait qu'il y avait un écart quand même significatif, mais eux autres ici, là, ils montaient un petit peu aussi. Mais quand je leur dis, on va contrôler l'effet du soutien pour voir le reste de l'effet entre les deux groupes, mais là, on voit qu'eux autres, là, ils ne montent plus pantoute. Là. Ça veut dire que quand on dit contrôler l'effet du soutien, c'est qu'on veut ôter l'influence statistique qui est liée au fait d'avoir été soutenu dans mes pratiques de gestion de classe par un conseiller pédagogique qui irait dans ma classe, que je peux rencontrer. L'enseignant, lui, tout seul. Donc, ceux qui disaient, oui, j'ai accès à un soutien pédagogique pour ma gestion de classe et ça m'aide, bien, on voit que le fait de dire ça, ça corrèle avec le fait d'avoir un CEP qui est plus élevé. Donc, ça aussi, c'est un effet positif pour développer un sentiment d'efficacité personnelle. Donc, le fait de reconnaître la présence d'un soutien, de l'utiliser, de le reconnaître comme étant utile, ça fait en sorte que les enseignants se perçoivent dans les faits, eux aussi, plus efficaces dans le temps. Alors, moi, je ne voulais pas mesurer les effets du soutien qu'ils ont eu. Moi, je voulais mesurer les effets du fait d'avoir eu GPS ou pas. Alors, c'est pour ça qu'il a fallu que je le contrôle, puis en le contrôlant, bien là, on qu'ils vraiment dans le groupe témoin qu'ils sont restés vraiment pareils. Est-ce que c'est clair? C'est vite, là, mais c'est pas mal ça. Donc, des exemples, parce que dans les questions ouvertes qu'on leur demandait, c'est des questions assez larges, puis nous, on devait repérer dans les analyses qualitatives qu'est-ce qui appartient à chacune des variables. Puis là, bien, je vais te laisser lire. C'est un exemple justement de témoignage. Oui. C'est comme l'exemple qui inclut les éléments, les sources d'efficacité du CEP, autrement dit. Là. Je me sens plus compétente à ma place. Je me trouve bonne. Hein? J'ai des mots pour justifier mes choix pédagogiques. Fait que là, on parle un langage commun. Je sens que j'ai des approches plus variées pour enseigner et pour gérer l'humain dans ma classe. Fait que là, on est dans plein de composantes là, ici. J'ai davantage confiance en moi, ce qui a trait à ma discipline, parce que je comprends mieux mes priorités, mes limites, établir des routines, avoir des règles, des attentes claires. Ça m'aide à les faire respecter et à mettre de côté les éléments moins importants pour moi. Je dis souvent, choisissez vos combats, choisissez vos batailles, ne pas tout entreprendre, les prioriser. Je me sens plus à l'aise en général quand je fais des choix, autant dans ma pratique, plus à l'aise. Ça, c'est complètement le CEP, là. Oui, autant dans ma planification que dans mes interventions. Fait que je reviens au fait que Nancy a dit d'emblée, la gestion de classe, c'est un acte planifié, qu'il faut y penser, qu'il faut le prévoir. C'est pas juste improviser. Ça a changé ma vie professionnellement pour le mieux, beaucoup plus que mes cours au bac. Mes pourcentages là, qui vont, je pense, apparaître. Non, ils n'apparaissent pas. OK, c'est correct. Donc, oui, mais c'est parce que des fois, j'ai. Ah, ils sont là, OK, je les vois. Parce que des fois, j'ai une animation. Mais je peux tout mélanger dans toutes mes présentations PowerPoint. Oui, c'est correct. Alors, dans le fond, ce qu'on leur demandait, c'est que pour chacune des composantes de la gestion de classe, c'était super parce qu'ils connaissaient, hein, fait qu'on peut leur demander. Ça, évidemment, on le demandait juste à notre groupe expérimental. On ne demandait pas ça à ceux qui n'ont pas suivi la formation. Donc, on leur disait, bien, pour chacune des dimensions de la gestion de classe, dites-nous, hein, quelle est la force du changement? Est-ce que vous avez changé quelque chose dans vos pratiques pour la gestion de vos ressources? Est-ce que vous avez changé quelque chose en lien avec l'établissement d'attente claire ou pas? Et quand ils mettaient aucun changement, c'est la proportion en rouge. La proportion de gens qui ont dit non, moi, je n'ai rien changé dans cette dimension-là, dans mes pratiques de gestion de classe. Un peu changement, c'est en jaune. Un changement moyen, c'est en bleu, c'est ça. Changement assez important en vert, puis un changement majeur qui est en marine. Donc, le pourcentage que vous voyez là, ça se trouve à être le bleu en montant, d'ici en montant. J'aurais pu prendre un peu, là, mais je voulais au moins qu'ils disent modéré pour que je sois plus contente. Là. Alors, j'ai décidé d'y aller avec ça. Mais on sait qu'il y a quand même un peu de changement. Des fois, ça ne veut pas dire que l'impact n'est pas grand, mais quelqu'un, par exemple, qui gérait déjà super bien ses ressources, il a changé une petite affaire qui fait que maintenant, il trouve que c'est en béton. Bien, c'est super, là. Ça dépend tout le temps de où on part, hein, bien sûr. Alors, ce qu'on voit, c'est que là, ils sont placés vraiment dans l'ordre des plus grands changements déclarés par les participants. C'est sûr que c'est des pratiques déclarées. Moi, je peux aller voir pour voir si c'est vrai que tu as beaucoup changé là-dedans. Ça aurait demandé, encore une fois, plusieurs heures de plaisir d'observation, hein, avec de filmer et tout ça. Mais c'est vraiment établir des attentes claires, tantôt que j'ai nommé, qu'on pense qu'on est clair, mais on ne l'est pas tant que ça. À partir du moment où on amène les enseignants à réaliser c'est quoi une bonne
une consigne de type alpha, c'est quoi des consignes efficaces. Là, c'est là qu'on se dit, OK, finalement, peut-être que c'est pas si clair que ça de la façon de m'exprimer pour mes élèves. Gérer les écarts de conduite, qui était quand même un élément qui avait été ciblé là, dans le programme comme étant super important. Alors ça, on est content aussi, capter l'attention. On est content de tout ça, mais on voit quand même, ça nous donne une idée là, de où sont situés surtout les impacts. Puis là, ben, tu vas continuer de lire. Alors, Alors, changement de pratique. Fait que là, on est rendu au 3e niveau de Kirkpatrick. J'ai changé mes comportements en arrivant dans la classe et à la fin des classes. Ouais. S'il disait genre changement modéré, là, ben là, il disait oui, puis là, on disait ah oui, mais quoi? Fait qu'on voulait que ce soit justifié, là, les changements. Alors, je communique beaucoup plus avec les élèves. Je m'intéresse à ce qu'ils font en dehors du milieu scolaire. J'établis des règles de classe avec eux. Gestion démocratique de la classe maintenant. Et j'essaie de leur fournir une trousse pour bien les guider dans leurs apprentissages. Trousse pour bien les guider. On est dans un peu la conception universelle d'apprentissage également ici. J'offre aussi de l'aide opportune. Hey, c'est un beau vocabulaire, ça, pour un enseignant AFP, offrir de l'aide opportune. Ce qui a pour effet d'instaurer l'autonomie. L'autonomie des élèves. Non, mais qui ne veut pas plus d'autonomie chez ses élèves? Je ne sais pas. Je sais maintenant que si quelque chose m'irrite, c'est parce que mes règles de classe ne sont pas bien établies. Wow! Oh, vraiment. Je me sers plus souvent des connaissances antérieures de mes formations afin de faire des liens significatifs. Ça, c'est des grands pas au niveau là, des changements de pratique. J'amène plus souvent les élèves à s'auto-évaluer. Hein? Fait qu'on est dans la responsabilisation de l'élève aussi. Je sais que ce n'est pas un élève qui mérite, mais un comportement. Fait qu'on travaille beaucoup là, en évaluation fonctionnelle du comportement. Je vous dis, c'est pas contre vous qu'il y en a. Là. Il exprime quelque chose. Il exprime un malaise. Alors, on travaille beaucoup là-dessus. Je suis mieux outillée pour renverser la vapeur. D'après moi, il y a moins d'élèves qui sont expulsés de ce cours-là en général. Parce que bon, les effets perçus chez les élèves, alors comme Nancy l'a dit, là, on est dans le dernier niveau. Ce n'est pas une variable de la recherche en tant que telle, mais on a eu des effets collatéraux. Alors, vraiment du qualitatif à ce niveau-là. Dès que j'ai commencé à utiliser les stratégies d'intervention en classe, les résultats étaient palpables. C'est-à-dire qu'on sent vraiment la différence, qu'on les voit en termes observables et mesurables. Ça aussi, c'est un élément qu'on travaille beaucoup, beaucoup. Ce genre de formation permet vraiment de structurer et améliorer la qualité des interventions auprès des élèves, auprès des étudiants, et les élèves réagissent mieux automatiquement. Donc, tu sais, quand je vous disais là, que je veux que les enseignants soient capables de réinvestir dans leur classe dès le lendemain matin, puis que les effets qu'ils vont être en mesure d'observer puis de concrètement sentir et voir des effets, bien, on en a également des traces. Les rétroactions que je fais sont différentes de celles que je donnais antérieurement. Au lieu de juste good ou ben non, manque d'études, ben, la rétroaction est beaucoup plus constructive pour amener l'élève à prendre conscience de ce qu'il fait de bien et de ce qu'il lui reste à faire pour atteindre la compétence. Avoir en main des faits, tant positifs que négatifs, a changé les échanges que je fais avec les élèves. J'ai vu une différence immédiate sur le comportement. C'est un rêve, ce programme-là, je vous le dis. On vend des miracles. Puis l'autre élément, c'est que le fait que la personne utilise vraiment le mot « fait ». Parce qu'on insiste beaucoup sur le fait d'éviter les jugements. Parce que les jugements sont construits à partir de faits normalement, mais on prend les raccourcis puis on utilise les jugements. Donc, tu sais, l'élève est paresseux, c'est un agressif, il est lâche, il n'est pas là, il est botcheux ou... Parce que c'est la rencontre avec un élève, quand je le rencontre, puis je dis, écoute, je regarde ton travail, puis je trouve que tu es botcheux, ça va partir pas mal moins bien que si je commence la rencontre en disant à l'élève, écoute, mais premièrement, comment estimes-tu la qualité de ton travail? Donc, je l'amène à s'auto-évaluer, je fais appel à son intelligence, à son raisonnement, puis là, moi, je vais avec des faits. Je remarque que tu n'utilises pas tel outil. J'ai remarqué que il y avait ça qui était absent, il y avait ça qui était ça. C'est des faits, c'est observable, mesurable. Donc, vraiment, de s'exercer à parler avec les élèves en fonction de faits observables, mesurables, plutôt que de porter des jugements, on est complètement ailleurs en termes de réponse comportementale des élèves. Bon, principaux obstacles rencontreux, ben t'es bonne aussi là-dedans, c'est toi qui les as rencontrés. Ben non, c'est les enseignants. Oui, ben moi aussi, j'en ai rencontré. Fait que les enseignants et le comité
consultatif et mon siècle, manque de temps pour lire, manque de temps pour faire toutes les activités réflexives, manque de temps pour lire, manque de temps pour faire toutes les activités réflexives, manque de temps pour, je ne sais pas, aller au café pédagogique, manque de temps pour, etc. Alors voilà. Difficultés liées aux horaires des CFP. Bien, ça a été vraiment une embûche majeure là, de coordonner les 7 centres de formation. Puis je vous dirais que s'il y a des directions dans la salle ou des gens qui planifient éventuellement faire GPS-FP, là, une des choses qu'il faut faire absolument, c'est connaître les dates des ateliers d'avance et mettre ces dates-là dans peu importe votre système de création d'horaire des enseignants pour que les enseignants ne soient pas à l'horaire, les dates de GPS-FP. Fait que nous, présentement, on est déjà planifié les dates pour août 2019 pour s'assurer que les enseignants ne sont pas à l'horaire, ceux qui veulent, ceux qui sont volontaires, qui choisissent, puissent assister à GPS-FP, parce que ça a été un casse-tête épouvantable. Manque de cohésion au sein de l'équipe éducative, donc, ben justement, manque de communication, manque de cohésion, manque de leadership pédagogique, manque de priorisation des actions portées envers les enseignants qui voulaient participer à GPS-FP. Alors, si vous avez des enseignants qui veulent suivre un programme de développement professionnel continu, bien, en tant que gestionnaire, vous devez vraiment les soutenir, les valoriser, puis mettre tout en œuvre pour qu'ils y aient accès. Puis des difficultés d'autres personnels rencontrés. Alors, on a des participants là, qui ont soit manqué des ateliers ou qui se sont désistés en cours de programme pour des raisons diverses, que ce soit arrêt de travail, que ce soit arrêt de contrat, que ce soit, peu importe, grossesse. Alors, c'est sûr qu'ils ont eu des difficultés personnelles qui, des fois, leur ont fait abandonner le programme de formation. Nous arrivons à la diapositive manquante. Donc, alors, moi, je vais regarder ici parce qu'ici, elle va être là. Donc, ouais. Alors, les personnes à distance, vous voyez, vous, la diapositive manquante. Tantôt, je vous avais dit qu'on leur avait demandé aussi si on voulait documenter les modalités de soutien au développement professionnel continu, que on voulait savoir lesquels avaient le plus contribué, selon eux, à leur développement professionnel. Donc, ce qu'on avait en premier lieu, là, parce qu'on leur demandait aussi sur une échelle d'1 à 6, OK? Je me disais, est-ce qu'il est en train de faire un miracle et de m'envoyer ça là? Non, je sais. Donc, celui qui est venu au numéro 1, bien, premièrement, sachez qu'il n'y en a pas que le monde a dit que ça n'a pas contribué. Ils devaient vraiment les mettre dans l'ordre, mais ce qui fait que si j'avais à faire un graphique circulaire, ça ferait comme une belle, quasiment des pointes de tarte égales, sauf un élément que je vais vous nommer, mais c'est quasiment tout égal. Les ateliers de formation en groupe, l'aide individualisée de la part de Geneviève ou de Clara, c'était Clara ou Patricia, parce qu'il y avait 2 autres conseillères en stratégie d'enseignement qui étaient dans la salle. Ils n'animaient pas nécessairement avec Geneviève, mais ils étaient dans la salle pour entendre le même langage, puis pour pouvoir offrir leur soutien aux enseignants des centres où elles travaillaient, parce qu'elles sont réparties dans les centres. L'expérimentation réalisée en classe, parce que, comme on vous l'a dit tout à l'heure, les enseignants devaient se fixer des objectifs pour le prochain mois, parce que c'est à peu près un atelier par mois. Donc, ils ont un mois pour lire, expérimenter, réfléchir, puis après ça, ils viennent partager ce qu'ils ont expérimenté. Puis on recommence avec un autre mois. Donc, les partages d'expériences avec les pairs, tout ça, là, je vous dis, là, c'est quasiment les mêmes statistiques. Après ça, arrivent les lectures proposées. Et je vous jure que les lectures proposées, là, monsieur en est témoin, et il y a même un petit peu plus de verre que le partage d'expérience avec les pairs. Mais non, mais le voit, là. Mais non, mais il est témoin que je ne mens pas. OK, là? Bon. Parce que oui, c'est vrai qu'on va avoir des fois un préjugé négatif en disant les enseignants n'aiment pas ça lire, nanana. Mais moi, dans tous les projets de recherche que je fais, que ce soit au primaire ou au secondaire, là, j'ai celui-là en FP. Bien, les lectures, là, il y a tout le temps un pourcentage qui est aussi élevé que pour les autres modalités. Ça veut dire qu'il y en a des enseignants que c'est leur mode d'apprentissage privilégié. Puis il y en a que tout était, là, je suis sûre, là, annoté, surligné, puis tout était lu, ça les a aidés à se préparer. Puis il y en a qui nous ont même dit, oh, je vais relire cet été. Oui, il y en a que c'est pas leur porte d'entrée. C'est correct. C'est comme quand c'est le temps de partager entre les pairs. Il y en a qui partagent, qui aiment ça, puis il y en a d'autres qui disent hey, quand est-ce qu'elle va recommencer à animer? Puis donc, ce qui est gagnant, c'est d'avoir une approche multimodale. Ce n'est pas d'avoir une approche pour tout le monde. C'est ce qu'on vous demande de faire pour les élèves dans vos classes d'FP. Bien, c'est pareil quand nous, on anime auprès des enseignants. Activité de réflexion sur sa pratique.
Puis, celui qui était le moins élevé, c'était les outils partagés par les participants via le groupe Facebook, là, qui, lui, bon, on a peut-être, ceux qui ont mis dans le vert, là, tout à fait d'accord, d'accord, plutôt d'accord, là, on a à peu près 18 des participants. Mais c'est pas grave, ces 18 %-là, ça veut dire que d'autres, ils suivaient la page Facebook, puis ils aimaient ça, les commentaires, puis ça leur donnait des idées. Alors, puis il y a quand même, tout à fait en désaccord, ben, on a 10 Fait qu'il y a 10 qui ne devaient pas y aller sur cet outil-là, mais les autres ont quand même tous mis, on a même la moitié là, qui sont, non, c'est pas vrai. Plutôt en désaccord, on a à peu près un 20 Mais tu sais, plus. Non, mais je m'auto-régule. Alors, c'est ça. Ce qui fait que ça aussi, je pense que c'est une leçon à retenir là-dessus. Moi, je vais conclure ce bout-là, puis toi, tu vas parler de la suite. OK? Donc, en gros, si je conclue les résultats par rapport au modèle de Kirkpatrick, mais on voit, tu sais, la satisfaction est là. C'est très élevé chez tous les participants. On a, au niveau des apprentissages, on n'a pas passé de tests, nous, pré-test, post-test, sur qu'est-ce que tu savais, mais on a vraiment beaucoup d'apprentissage sur ce que je sais maintenant. Je suis capable de distinguer ça de ça. Donc, ça, on a vraiment beaucoup. Beaucoup de témoignages aussi sur des changements d'attitude, des changements de pratique, comme les extraits qu'on vous a lus. On a une augmentation significative sur le plan statistique du sentiment d'efficacité personnelle à gérer la classe entre le début et la fin de la formation comparativement au groupe témoin qui est plus demeuré stable dans le temps. Puis, on a aussi des témoignages d'effets perçus sur la motivation, sur les effets sur la motivation des élèves, puis leur comportement en classe. Donc, ce qui nous laisse croire qu'on pourrait parler d'un programme prometteur. On ne peut pas dire que c'est un programme exemplaire, parce que ça, pour ça, il faut que ça soit répliqué et qu'il y ait plusieurs recherches. Mais on peut dire que ça promet et que ça augure positivement. C'est ce qu'on peut dire officiellement. Pour la suite. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, à la suite de commentaires de plusieurs participants, à la suite de commentaires de membres du comité consultatif, à la suite de réflexions de Nancy et moi sur justement l'évolution du programme de formation, mais surtout vraiment beaucoup, beaucoup à la demande des participants. Le dernier module qui s'appelle la gestion des comportements problématiques a été scindé en deux. Alors, les enseignants veulent en savoir davantage, veulent qu'on prenne plus de temps, qu'on s'infuse mieux des problématiques comportementales chez nos élèves en formation professionnelle, mais qu'on parle beaucoup plus aussi et qu'on aille plus loin au niveau de la santé mentale. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a décidé d'ajouter un 6e atelier, puis en plus de ça, d'ajouter des études de cas. Donc, c'est comme si à la fin du programme, au dernier atelier, là, on va faire une espèce de grande synthèse, puis on va amener des études de cas, puis on va en discuter ensemble, puis on va faire une équipe de résolution de problèmes basée sur des cas réels qui amènent les enseignants à questionner et qu'on va mettre ensemble tous les contenus du programme pour trouver des pistes de solutions viables, mais naturellement transférables selon tous les programmes et les métiers également. Alors, naturellement que notre niveau de prévention ici, parce qu'on travaille toujours en prévention, là, est basé sur la pyramide du RAI, la réponse à l'intervention. Et donc, on part naturellement des mesures universelles, puis on s'en va de plus en plus vers des interventions spécialisées pour vraiment des cas très spécifiques d'élèves. Et donc, on a également raccourci le temps entre les modules de formation. Dans le cadre de la recherche, les modules de formation étaient espacés d'environ 6 semaines plutôt, 6 à 7 semaines, c'est très variable. Les enseignants nous ont dit, bien, ça s'étire dans le temps, puis il me semble qu'à la fin, on a peut-être moins le goût, là. Alors, on a raccourci ça. Puis c'est modulable en fonction de l'année scolaire, naturellement, là, mais à géométrie variable, selon les entrées de formation, bien en formation continue. Mais je vous dirais qu'à la Commission scolaire de la capitale, là, on en part une cohorte en janvier et on va la terminer là, seulement en août. Parce que si on veut respecter le calendrier, puis il y a des enseignants qui sont inscrits qui finissent beaucoup plus tôt que d'autres en mai, d'autres en juin, mais on voulait que l'ensemble des enseignants puissent accéder au programme. Je vous ai parlé également des capsules pédagogiques que nous avons conçues. Alors, on a un guide qui s'appelle « Différencier en FP, c'est pas sorcier ». On a une quinzaine de capsules pédagogiques qui ont été réalisées par les enseignants de la FP et qui permettent aux formateurs de GPS FP d'inclure ces capsules-là en tant qu'exemple de mise en œuvre déclencheur, exemple de mise en œuvre, explication supplémentaire, démonstration. Alors ça sera disponible aussi à l'intérieur du programme GPS FP.
Oui, alors à la demande des enseignants aussi, certains nous ont dit, ben écoutez, moi j'ai trouvé ça gros, là, je pensais pas que j'aurais à tout faire ça. Alors on a décidé d'être très transparent et d'annoncer clairement à quoi s'engagent les participants de GPSFP. On a donc développé cet outil-là. Alors on leur demande d'être présents aux 6 modules de formation naturellement, donc votre présence est essentielle parce que Nancy ne l'a pas dit, là, mais on sait par rapport aux résultats de la recherche que ceux qui n'ont pas fait toute la formation, qui n'ont pas assisté à tous les modules, on n'a pas les mêmes effets. Alors, il faut être là aux 6 modules de formation parce que c'est comme un processus itératif aussi là, dans notre conception de programme. Alors, on demande aux participants d'être là de façon et de participer de façon constructive et positive. Donc, le programme GPSFP, ce n'est pas un lieu de ventilation pour aller critiquer ce qui se fait dans ton centre puis chialer. Parce que ça a été dit dans les échanges que ceux qui venaient faire ça, ben, c'était pas profitable puis que c'était pas la place pour le faire, fait qu'on le dit clairement. Alors, si tu veux juste ventiler, ben, va à la machine à café ou va à un sac à 7 à un moment donné avec tes collègues. Effectuer les lectures liées au contenu parce que nous, on y croit puis on pense justement, comme l'a bien dit Nancy, que c'est un mode, une modalité de formation qui sert et qui a son utilité, qui est pertinente. On va continuer à la commission scolaire d'évaluer les effets avant et après, c'est-à-dire qu'on va passer un questionnaire avant et après parce que, comme Nancy l'a dit, moi, je pense que c'est miraculeux. Elle a dit que c'est prometteur, mais on veut continuer à prouver dans le temps que GPSFP a les effets escomptés et pas juste dans le cadre d'une recherche, mais vraiment terrain au quotidien dans une commission scolaire. On veut que les enseignants réinvestissent les éléments du contenu du programme. Fait que tu ne peux pas juste venir recevoir, il faut que tu te mettes en action également. C'est une condition gagnante. Puis on veut optimiser les effets de la formation par la participation active au café pédagogique. On a eu de la misère à instaurer ça du fait que nous étions 700 et que les gens devaient se déplacer pour un 30 minutes après les classes à un café. Donc, chez nous, ce qui a été décidé à la commission scolaire, c'est que les cafés pédagogiques sont maintenant animés par les conseillères en stratégie d'enseignement dans chaque centre. Donc, il y aura plusieurs cafés pédagogiques, mais au lieu d'être pour l'ensemble des enseignants du programme, pour les enseignants du programme par centre. Et donc, ça va être des activités au choix des enseignants, puis on va les animer par centre. Fait qu'on souhaite qu'ils participent aussi à ça. Fait que, Nancy, tu remercies-tu? En fait, ben, c'est important parce que quand on fait de la recherche, on ne peut pas faire ça si on n'a pas des partenaires, des volontaires. Donc, d'abord, c'est les personnes, les premières personnes à remercier, c'est vraiment les enseignants volontaires de la Commission scolaire de la capitale qui ont essayé d'être les cobayes, qui ont accepté, pas essayé, qui ont accepté d'être nos cobayes, sous aussi du comité de consultatif qui ont été les porte-paroles dans leur centre, qui nous ont donné des conseils, qui nous ont guidés dans le développement du programme, mais aussi les participants des autres commissions scolaires qui nous ont permis d'avoir un groupe témoin, parce que si on avait eu personne d'ailleurs, on n'aurait pas pu faire vraiment une recherche avec ce devis-là. Évidemment, l'équipe de recherche, parce qu'il y a nous deux, mais il y a aussi d'autres personnes là, qui ont travaillé avec nous au niveau de l'équipe de recherche. Puis, ben, c'est un programme, une recherche qui a été financée par le ministère de l'Éducation via le programme qui maintenant n'existe plus, qui était de soutien à la formation continue, donc communément appelé les chantiers 7. Alors, voilà. Donc, ça fait le tour de ce que nous avions à vous présenter. Puis, non, c'est quoi l'autre diapo? Bien là, c'est sûr que ceux qui veulent plus d'informations, ben, dans le fond, on est rendu à. Ben, moi, je suis rendue à l'étape où la recherche se termine. Donc, il me reste évidemment, il me reste un article scientifique à écrire, là, mais pour le reste, c'est assez diffusé. Du côté de la Commission scolaire de la capitale, comme on le dit, ben, ça va continuer à être utilisé le programme. Il y a la Commission scolaire de Sherbrooke, il y a des planifications. Un groupe pilote. On va appeler ça, c'est ça. Comme un projet pilote. C'est ça. Donc, c'est la commission scolaire de Sherbrooke qui était très intéressée dès le départ parce qu'à Sherbrooke, il y a le programme de GPS au préscolaire primaire secondaire qui a déjà été mis en place. Puis, ils nous ont beaucoup aidé à constituer notre groupe témoin. Ce n'est pas juste des gens de Sherbrooke, il y en a d'ailleurs aussi, mais il y en a quand même plusieurs de Sherbrooke. Là. Voilà. Puis après ça, ben, c'est sûr qu'il y a d'autres commissions scolaires ou centres qui sont intéressées. Nous, dans le fond, dans la formule qu'on a pensée pour rendre disponible, c'est vraiment via, ça va être plus Geneviève là, qui va être mandatée officiellement pour le faire, c'est de former le ou les formateurs d'une commission scolaire. Parce que c'est sûr que la formule gagnante, c'est que la personne qui anime, c'est la personne aussi qui accompagne. C'est certain que si on était, je ne sais pas, dans juste un centre tout seul qui n'a aucune ressource,
ben là, il faudrait planifier. Est-ce que, par exemple, Geneviève pourrait se libérer pour aller animer GPSFP, mais elle ne pourrait pas aller accompagner. Donc, on ne peut pas s'attendre à des effets aussi grands que lorsqu'on a vraiment une personne ressource du milieu qui est formateur et qui peut aussi accompagner dans son milieu. C'est vraiment la formule à privilégier. Dans ce cas-là, s'il y a une commission scolaire qui est intéressée, ben, vous pouvez venir nous en parler. On a imprimé là, une espèce de petit mini-résumé là, en quelques exemplaires pour ceux qui voudraient le savoir. Puis, à ce moment-là, les frais sont vraiment liés aux 2 jours de formation pour les formateurs. Puis, ben, à la production de tout le matériel. Là, dans le fond, on vous donne tout ce que vous avez besoin pour. C'est un peu un clé en main parce que, tu sais, dans le fond, c'est bien un peu, oui, mais la personne, le formateur, il y a quand même l'ouvrage, là. Tu sais, c'est parce que le formateur, il faut qu'il s'approprie le tout. Tu sais, on ne peut pas dire, OK, je prends ça, tout est fait, les PowerPoints sont là, les activités sont déjà réfléchies, j'ai juste à animer, ben, il faut que tu le possèdes parce que les exemples puis le vécu, ben, il n'est pas imprimé. Donc, il nous faut une ressource qui est capable de le faire vivre, le projet. OK? Donc, voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, commentaires, réactions. Au niveau secondaire, mais là, je me souviens plus c'était qui la personne désignée. Je ne sais pas, côté FP, là, je suppose qu'il faudrait qu'on se trouve quelqu'un pour porter le dossier en FP. Ça parle même pas de la... Ah oui, OK. OK, d'accord. Oui, ça fait drôle. Donc, c'est ça, c'était juste pour... oui, je suis pas sûre. Vous l'aviez dit tout à l'heure en plus. Bon. Bref, effectivement, on trouvera sûrement quelqu'un pour un porteur de dossier parce que je sais que c'est ça, le secteur jeune, ils l'ont déjà. Puis l'autre chose aussi, on poursuit quand même la page Facebook GPSFP, là, qui est une communauté privée, là, tu sais. Et là, ce qu'on veut, c'est que tous les nouveaux enseignants qui vont le suivre, on va les mettre dedans, ce qui fait qu'ils vont pouvoir voir les surpris à bien faire des autres commissions scolaires d'ailleurs, tu sais, puis échanger, puis bon, briser l'isolement, là. Et surpris à bien faire, c'est Madame Carrier qui continue, l'atelier 302, c'est ici. Donc, elle reste ici, puis elle va parler des surpris à bien faire. L'atelier qui suit, c'est comme l'activation, le réinvestissement de GPSFP. Merci!